Nous avons souvent tendance à dire que l'histoire est un perpétuel recommencement. Voilà pourquoi Anthologie est là pour vous servir. Anthologie, c'est votre nouveau podcast qui raconte l'histoire avec un grand H à portée de tous. Des mots simples, des situations simples, mais nous allons quand même remonter le temps à de nombreuses reprises pendant l'émission, que ce soit pour raconter l'actualité de la semaine, pour revenir sur un événement majeur de notre histoire ou de celle des autres, mais également savoir qu'est-ce qu'il s'est passé à la date précise du jour, il y a des années auparavant. Vous l'avez compris, beaucoup de choses nous attendent. Bienvenue dans Anthologie, générique. Et vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Anthologie, le magazine qui raconte l'actualité avec un petit fond historique, avec un grand H, et l'histoire, nous la vivons tragiquement, les Ukrainiens en tout cas la vivent tragiquement, depuis maintenant 2 jours, avec cette guerre qui a éclaté, cette invasion russe dont les Ukrainiens n'avaient rien demandé et qui va encore plus vite que la musique. C'est terrible ce qui se passe, nous allons y revenir évidemment, notamment dans le journal de l'histoire au quotidien. Sachez quelques petites choses. La story que vous allez écouter, ainsi qu'il y a un an, il y a un siècle, ont été enregistrées en amont de savoir tout ce qui s'y passait. Le journal de l'histoire au quotidien est enregistré la veille, le 25 février. Donc, évidemment, toutes ces histoires de guerre en Ukraine ont certainement évolué depuis, mais voilà, nous enregistrons cette émission à la veille de sa diffusion pour le samedi le lendemain à 9h, donc il est susceptible que certaines informations ne soient pas erronées, mais soient peut-être un petit peu périmées ou plus forcément d'actualité. Je tenais à le préciser, je le repréciserai dans le journal de l'histoire au quotidien. Il y aura aussi, comme je vous l'ai dit, la story qui concernera cette semaine Edith Piaf, nouvelle saga story, pour revenir sur la vie de cette chanteuse iconique dont vous connaissez tous les chansons, mais peut-être un petit peu moins les vécus. Et nous allons partir tout de suite pour il y a un an, il y a un siècle. Nous sommes aujourd'hui le 26 février 2022, mais que s'est-il passé il y a un an, il y a un siècle ? Depuis près de 2 heures maintenant, les sauveteurs procèdent à l'évacuation des victimes, 1 mort et une centaine de blessés. Mais il resterait encore d'autres personnes ensevelies sous les décombres. Les plus touchés sont les passagers qui attendaient leur train dans une gare souterraine située en dessous d'une des 2 tours du World Trade Center. Le 26 février 1993, c'est aux alentours de midi, heure locale new-yorkaise, qu'une bombe explose. Un cocktail de 680 kg placé dans une voiture dans le parking sous la tour nord du World Trade Center. Un attentat, vous l'aurez compris, le premier attentat djihadiste de l'histoire contre un pays occidental. Par ailleurs, qui avait pour but de briser les fondations de la première tour pour la faire tomber sur la seconde, la tour sud. Cet attentat très impressionnant sera pourtant considéré comme un échec, bien qu'avec un lourd bilan porté à 6 morts et 1042 blessés. Le World Trade Center rime avec un autre jour tristement célèbre, celui du 11 septembre 2001, où là encore un nouvel attentat terroriste surviendra aux alentours de 8h du matin lorsque tout le monde monte dans les bureaux, où 2 avions détournés vont s'écraser contre ces bureaux justement, avant que les 2 tours jumelles ne s'effondrent, et laissant derrière elles près de 2753 décès. Dans un cadre plus léger et un petit peu plus ancien, c'est un 26 février 1815 que Napoléon Ier, empereur français déchu, quitte en douce l'île d'Elbe d'où il est exilé depuis 1814, l'année d'avant. Il s'enfuit, vous le savez, dans le but de reconquérir son pouvoir et son trône. Vous avez certainement pu voir ça en primaire et au collège, mais 100 jours plus tard, échec et mat pour Napoléon. Histoire toujours, et c'est un 26 février en 1935 qu'Adolf Hitler, bien qu'il n'ait aucun droit militaire dû au traité de Versailles signé en 1919 en sortie de la Première Guerre mondiale, fait renaître la Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air allemande. Dans un point plus léger, le 26 février est aussi la naissance d'un écrivain français
que vous connaissez tous. Si je vous dis Les Misérables, vous me dites évidemment Victor Hugo. Et figurez-vous qu'il y a tout pile 220 ans aujourd'hui naissait l'auteur le plus connu du pays. Bon anniversaire à lui, mais pas que. Il est 6h04, c'est mardi, nous sommes le 8 février 2022 et nous sommes de retour pour démarrer cette journée. Soyez les bienvenus parmi nous, tous les mois du matin sont là. Bonjour mardi! Bonjour mardi! Alors, oui et non, parce qu'aujourd'hui on est samedi, et surtout on est le 19 février, jour d'anniversaire de Manu Lévy, qui fête aujourd'hui ses 51 ans. L'animateur de Manu dans le 6-10 sur Énergie tous les matins est né le même jour qu'une autre star que vous connaissez, la juge d'incroyable talent Hélène Ségara, qui fête aujourd'hui aussi ses 51 printemps. Bon anniversaire à tous les deux. Il y a un an, il y a un siècle, reviendra la semaine prochaine, évidemment, nous serons en mars d'ailleurs, l'occasion de découvrir des nouvelles actualités de l'histoire, mais les actualités de la semaine, nous allons les voir maintenant. Voici le journal de l'histoire au quotidien. Et nous démarrons dimanche. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour un stade 2 forcément exceptionnel. C'est la fin des Jeux Olympiques de Pékin et nous allons fêter tous nos champions, tous nos médaillés pendant pratiquement 1 heure. Dimanche midi, c'était la cérémonie de clôture des 24e Jeux Olympiques d'hiver à Pékin cette année et se déroulant depuis le 4 février. Une Olympiade en demi-teinte sur fond de Covid, de conflits entre les pays de l'Est européen, mais aussi des Olympiades boycottées par de nombreuses administrations telles que les États-Unis en soutien à la communauté ouïghour. Le bilan côté tricolore de ces Jeux est de 14 médailles, soit une de moins qu'à Pyeongchang en 2018, 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze. Alors la star française de ces Jeux est incontestablement le biathlète Quentin Fillon-Maillet, avec ses 2 premières places en individuel homme en biathlon et en poursuite homme et 3 médailles d'argent en plus de ça, si ça c'est pas dingue. Les patineurs Papadakis et Cizeron ont pris leur revanche aussi sur les derniers Jeux d'hiver et ont obtenu aussi l'or en danse sur glace. De nombreuses médailles, de nombreux records, voilà donc par quoi clôture ces Jeux Olympiques qui vont laisser place vendredi prochain, si l'actualité n'est pas trop dramatique, au 13e Jeu paralympique, ce sera le 4 mars. On passe lundi. L'Ukraine ce soir est-elle au bord d'une guerre? Le président russe Vladimir Poutine ordonne à l'armée russe de maintenir la paix dans les territoires séparatistes, des territoires du Donbass à l'est dont il a reconnu l'indépendance en direct à la télévision en début de soirée. J'estime qu'il est indispensable de prendre cette décision mûrie depuis longtemps, de reconnaître sans délai la souveraineté et l'indépendance des 2 républiques populaires du Donbass. Et nous exigeons aussi que ceux qui ont pris et conservent le pouvoir à Kiev cessent immédiatement toute activité de combat. Sinon, la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang reposera entièrement sur les épaules du régime ukrainien. Depuis quelques semaines, la Russie n'en finissait plus de laisser planer le doute quant à son avenir sur ses relations plus que tendues avec l'Ukraine, un de ses pays voisins. Si vous n'avez pas tout suivi, tentons de résumer cette terrible histoire. D'une manière générale, la manière de gouverner de Vladimir Poutine est franchement contestée du monde occidental, surtout depuis l'empoisonnement du principal opposant russe, Alexeï Navalny. Concernant les relations avec l'Ukraine, elles se sont considérablement dégradées depuis les manifestations de 2014, il y a 8 ans, qui ont mené à la destitution du dirigeant pro-russe en Ukraine. Depuis, la Russie et les séparatistes réclament 2 régions du Donbass, et c'est justement en proclamant ces régions comme étant indépendantes alors qu'elles sont bel et bien ukrainiennes que Vladimir Poutine a mis le feu aux poudres. Après des appels avec les dirigeants du monde, avec le président Macron notamment, le président russe a donc pris sa décision dans une allocution télévisée. Rappelons aussi que les enjeux sont vraiment mondiaux, avec notamment l'intégration ou non de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est vue aussi comme une menace par les Russes. Mais malheureusement, ce que peu redoutaient arriva jeudi au petit matin.
Bombardements, tirs de missiles, troupes au sol, situation confuse sur le terrain en Ukraine. Une chose est sûre, la guerre est déclarée. Selon Moscou, les séparatistes pro-russes avancent dans l'est de plusieurs kilomètres. Face au danger, ils sont des centaines de milliers à fuir cette zone direction l'ouest du pays. Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Est-ce que les Européens se réveillent avec une guerre ? Est-ce que la seule référence qu'on peut avoir en tête, c'est la Tchécoslovaquie en 1968, c'est la Hongrie en 1956. C'est ça l'équivalent de ce qu'on vit ce matin ? Ou c'est la Pologne en 1939 ? Je veux dire, on est en train de basculer dans un continent en guerre. On vit des heures extrêmement sombres. Des heures extrêmement sombres pour les Ukrainiens d'abord, dont le seul crime, et il faut le répéter ici, dont le seul crime est d'avoir voulu vivre libre dans une nation libre et souveraine. Et des heures extrêmement sombres pour l'Europe, parce que c'est l'ensemble de l'architecture de sécurité européenne qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Cette guerre n'a aucune justification, aucune autre justification que la folie d'un homme et d'un régime. C'est ça la vérité aujourd'hui. Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine sans que aucun prétexte ne lui soit fourni, ni par les Ukrainiens, ni par leurs partenaires. C'est aux alentours de 4h du matin, heure française, que les Ukrainiens se sont réveillés avec le bruit de bombardements. Des bombardements russes. Que ce soit dans les régions les plus proches de la Russie, celle du Donbass, comme celle autour de la capitale Kiev, la Russie, en piétinant l'Ukraine de cette manière, a provoqué la colère de toutes les autres nations, qui se sont d'ailleurs quasiment toutes rangées du côté ukrainien. Depuis, les bombardements et l'invasion se propagent dans tout le pays. La guerre à 2 heures de vol de Paris. Personne n'y croyait encore la semaine dernière, et pourtant, c'est bien le cas. Des groupes de population entassés pour dormir dans le métro, des embouteillages incommensurables pour quitter le pays, des aéroports explosés et détruits par l'ennemi. Kiev était la cible hier encore des attaques russes pour le siège. Emmanuel Macron a quant à lui reçu les anciens présidents de la République française, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Zelensky, le président ukrainien, a quant à lui appelé les civils aguerris européens de venir combattre avec eux, avec les Ukrainiens. Nous reviendrons évidemment sur cette actualité historique dans la prochaine émission d'Anthologie, avec peut-être une page qui sera entièrement consacrée à ce conflit suivant l'avancée de cette triste guerre. Et si jamais l'actualité est vraiment trop brûlante, nous ferons peut-être également des éditions spéciales d'Anthologie qui seront enregistrées et publiées immédiatement sur cette page de podcast. Mais je vous propose que nous quittions cette triste actualité pour s'engager quant à nous vers cette nouvelle saga story que je vous propose. Une saga story consacrée à une icône française, une icône de la chanson française. Il s'agit d'Edith Piaf. Elle a chanté les plus grandes chansons que vous connaissez tous, que vous ayez n'importe quel âge, vous saurez en fredonner au moins une. Mais qui est-elle vraiment ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre cette semaine et la semaine prochaine dans Anthologie. Voici la saga story sur les démons d'Edith Piaf. Elle demeure sans conteste une des figures françaises de l'après-guerre. Ses chansons, tout le monde les connaît, La vie en rose, Milord, La foule, Je ne regrette rien, Mon manège à moi et le bouleversant Hymne à l'amour ont inscrit cette femme dans le cœur des Français. Pourtant, Edith Piaf, ce n'est pas une vie si rose que cela, bien au contraire même. Son incroyable voix a traversé des époques terribles, de son enfance pauvre et malheureuse à ses dernières addictions qui l'emporteront, en passant bien sûr par la Seconde Guerre mondiale. Alors qui était vraiment cette femme ? Qui était
Edith Piaf, à quel point l'enfance de celle-ci a été désastreuse, pourquoi la môme a été très mal perçue pendant l'occupation nazie. Les démons d'Edith Piaf, c'est notre nouvelle saga story pour Anthologie, et maintenant il n'y a plus qu'à. Edith Giovanna Gassion naît donc le 19 décembre 1915 dans le 20e arrondissement de Paris. La naissance de cette jeune fille se fait dans une terrible misère. Son entourage familial d'artistes pouvait pourtant laisser penser vraiment le contraire. En l'occurrence, sa mère est une artiste dite de cabaret, à cette époque plutôt de rue, mais qui avait une voix incroyable, mais qui se laissait dévorer par l'alcool et par la drogue. Son père, quant à lui, était artiste aussi, de cirque de père en fils, et il était d'ailleurs plus précisément contorsionniste. Pendant son enfance, Edith passe de main en main à plein de personnes. Dans un tout premier temps, Edith restera avec sa mère. Enfin, restera, c'est vite dit, car en réalité, sa mère ne s'occupe absolument pas d'elle et la laisse dans un piteux état. Elle va donc même la confier à la grand-mère d'Edith, qui la laissera dans un état pas mieux. Une hygiène plus que déplorable, une pauvreté énorme. Bref, Edith vit dans la misère. Elle passera 3 ans avec sa mère et sa grand-mère, avant de passer chez son autre grand-mère, du côté de la Normandie, et je vous le donne en mille, patronne d'une maison close. Point positif, si je puis m'exprimer ainsi, elle est la chouchoute des prostituées là-bas. Mais un terrible drame va se produire. Aux alentours de ses 6 ans, un médecin lui décèle une double kératite, lui supprimant la vue peu à peu, due aux maltraitances et au manque d'hygiène précédemment. Edith Piaf devient aveugle. Sa grand-mère l'emmène alors prier Sainte Thérèse de Lisieux, alors qu'elle ne vit que les yeux bandés. Elle y demande la guérison, qu'elle obtiendra miraculeusement 8 jours plus tard, en ouvrant les yeux. En remerciement à cette sainte, elle lui donnera sa vie en prière jusqu'au bout. Quand elle aura 7 ans, le père d'Edith va ressurgir dans sa vie et reprendra Edith pour le reste de son enfance, jusqu'à ce que l'on entende enfin le talent vocal. Mais à partir de là, comment Edith Piaf est devenue la môme ? Nous voici au tout début des années 30 et reprenons un détail qui a son importance. Edith Piaf n'existe pas aux yeux de tous. Son nom est encore Edith Giovanna Gassion et c'est avec Momone, sa grande amie, qu'elle se lance dans le chant de rue, exactement comme sa mère quelques années auparavant, avec une entreprise bien consolidée. Edith chante et Momone, qui est en réalité Simone, récolte l'argent des passants qui tombent du ciel, un peu de ci de là, comme si on était dans la Casa des Papel, dans une moindre mesure bien évidemment. En 32, Edith rencontre Louis Dupont avec un T, qui est garçon livreur mais qui sera surtout son premier grand amour, mais aussi une de ses premières tragédies. Edith va faire naître une petite Marcelle l'année d'après en 33. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le chant prédomine dans la vie d'Edith, au point qu'elle en amène sa fille avec elle dans la rue pendant qu'elle chante. Louis présente son vrai mécontentement quant à cette situation et reprend la garde de sa fille. Le couple en crise se sépare, notamment pour qu'Edith puisse vivre sa vie de chant de rue et de soirée à gogo. Entre-temps, l'ex-couple va vivre un terrible drame, le décès de leur petite fille Marcelle, qui va les quitter à l'âge de 2 ans d'une méningite tuberculeuse foudroyante. On dit même qu'Edith Piaf ira jusqu'à la prostitution pour pouvoir payer l'enterrement de sa fille, car elle ne gagne pas assez avec ses revenus dans la rue. Et c'est d'ailleurs dans cette même rue qu'elle sera repérée par Louis Leplay, un gérant de cabaret renommé, se trouvant sur les Champs-Élysées. En l'entendant chanter dans son cabaret, Leplay la compare à un diamant brut, à un moineau. Et c'est à ce jour-là qu'il lui trouve son nom de scène, en référence au surnom des moineaux justement. Ainsi, en 1935, Edith Gassion devient officiellement la môme Piaf, et devient permanente dans le cabaret de Leplay, avant que celui-ci se fasse par ailleurs assassiner et dont la mort chamboulera Edith infiniment. Elle perdra ses engagements sur scène, mais aussi sa vie de chanteuse qui s'apprête à de nouveau être bouleversée. Ces multiples bouleversements, tels que la guerre et plus encore, je vous les raconterai dans la suite de cette saga story, ce sera samedi prochain dans Anthologie.
Anthologie, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, pas d'émission des experts exceptionnellement. Ils reviendront le vendredi 11 mars. Et nous donc du coup nous serons là samedi prochain et le samedi d'après. Peut-être comme je l'ai dit pour le journal de l'histoire au quotidien, une émission entre-temps pour revenir sur la situation en Ukraine et peut-être plus particulièrement à Kiev. Je rappelle à nouveau que cette émission a été enregistrée à la veille de sa diffusion, c'est-à-dire le vendredi 25 février à la mi-journée. Donc voilà concernant les informations pour les replacer dans leur contexte. Je vous dis à très bientôt, à samedi prochain certainement, peut-être avant si jamais l'actualité est trop brûlante. D'ici là, passez une bonne semaine, on se retrouve samedi prochain dans Anthologie. Et n'oubliez pas évidemment, pas de sexe sans latex quand même. Bisous tout le monde.